n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de dédiaboliser l'extrême droite, qui est issue d'une tradition politique foncièrement antisémite, foncièrement raciste. Le Rassemblement national et une partie de la droite aujourd'hui l'accusent de vouloir museler la presse. En cause, je vais tenter d'être très précis, parce qu'il y a eu un peu de fantasme aussi, sans doute, autour de cette affaire. Les propos du chef de l'État dans lesquels il soutient une démarche qui existe déjà depuis plusieurs années, qui consiste à labelliser, sur la base du volontariat, des médias qui s'engagent à respecter une déontologie, pour dire les choses de façon un peu simple. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est défendu de vouloir créer un label d'État, ou même un ministère de la vérité. Est-ce que tout cela vous inquiète ou pas du tout ? La proposition telle qu'elle est formulée par le président de la République me semble pas la bonne manière de répondre contre un problème qui, lui, est un problème réel. Abonnez-vous, mettez un like et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Enfin, tout le monde sait aujourd'hui, y compris on va avoir des élections nationales et municipales qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Tout le monde voit à quel point il y a aujourd'hui des campagnes de désinformation massives sur les réseaux sociaux en particulier. Il y a des nouvelles pratiques qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deepfakes, des vidéos mensongères. Moi, j'en ai été victime, par exemple, où on m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il faut apporter des réponses sur ça. Je pense que vous dites dans l'ordre. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Ces labels qui existent donc déjà depuis plusieurs années, certifiés par des cabinets. On va essayer de rentrer dans le débat. Mais parce que moi, qu'on fasse en sorte que les règles de déontologie soient respectées dans les médias, ça me paraît être une chose très importante. Qu'on considère qu'un média auquel on aurait donné un label serait en quelque sorte soustrait désormais à tout problème lié à la déontologie. Je ne comprends pas pourquoi on labelliserait un média et ce média il deviendrait. C'est ce média qui le demande et c'est un cabinet d'expertise en fonction de plusieurs critères qui l'accorde ou pas. Je préfère une autre mesure. Laquelle? Qui est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil de déontologie dans les médias, qui permet à n'importe quel citoyen, quand il est témoin d'une pratique médiatique qui ne correspond pas à la déontologie médiatique, de pouvoir saisir ce conseil. Un conseil qui siégerait à l'intérieur de ce conseil? Avec des professionnels de l'information, avec des journalistes qui seraient dans ce conseil. Un conseil avec, pourquoi pas, des représentants des syndicats de journalistes et de la profession. On pourrait même considérer que dans ce conseil, il pourrait y avoir des représentants des citoyens, mais qu'on laisse le gouvernement en dehors de ça. Parce que si on laisse pas le gouvernement en dehors de ça, pourquoi pas élu? Élu, quand on parle de représentants des journalistes, ça serait élu par les journalistes. Et si on parle de représentants citoyens, ça pourrait être élu, ça pourrait être tiré au sort, je sais pas, on pourrait réfléchir à plusieurs propositions. Mais qu'il y ait une instance... Ce conseil, il aurait quel pouvoir? De faire appliquer les règles de déontologie et donc de pouvoir, y compris, imposer parfois des rectificatifs quand il y a des informations qui sont fausses, ou y compris pouvoir prendre des mesures qui sont des mesures de sanction. Et c'est pas le rôle de l'Arcom, ça? L'Arcom le fait sur le... Enfin, le fait, pardon, on va dire. L'Arcom est censé le faire. Vous avez failli faire une peau de banane et vous êtes retenu. Ah non, je vais faire une peau de banane. J'ai failli ne pas en faire une et je voulais en faire une. L'Arcom est censé le faire sur les médias audiovisuels. À ma connaissance, pas sur la presse écrite, par exemple, qui n'est pas concernée par l'Arcom. Et je vous dis est censé le faire parce que moi, je le dis sincèrement ici, je suis stupéfait du manque d'action de l'Arcom face à des multiples désinformations qui existent aujourd'hui dans les médias. J'ai vu il y a quelques jours un reportage qui a été publié sur les pratiques de la chaîne CNews, chaîne concurrente de la vôtre, dans laquelle je suis stupéfait que l'Arcom ne réagisse pas. J'ai vu une enquête de Reporters sans frontières et l'Arcom a contesté ces éléments. Enquête sur le temps de parole dans la chaîne d'information que vous venez de citer au mois de mars. RSF estimait que l'extrême droite avait été surreprésentée. L'Arcom a dit non. C'est pas estimé. Enfin, moi, que les meetings de la France Insoumise et les interviews de la France Insoumise passent la nuit sur CNews, j'en ai été déjà directement témoin. On doit faire 100% chez les insomniaques. Vous voyez, vous estimez que l'Arcom n'a pas les moyens. Regarde CNews. L'Arcom n'a pas les moyens de vérifier tout ce qui se passe à la télé et à la radio, ou que vous avez un traitement de défaveur? Non, je dis pas qu'on a un traitement de défaveur. Je trouve que l'Arcom ne remplit pas aujourd'hui, de mon point de vue, les fonctions qui devraient être les siennes. Pour partie, sans doute, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et deuxièmement, j'assume de le dire, et ça me vaudra sans doute pas que des compliments, parce que je trouve que parfois, elle fait preuve d'un manque de courage pour imposer le respect d'un certain nombre de règles. Je veux quand même. C'est l'Arcom l'an dernier qui a fermé une chaîne de télé et tout le monde lui est tombé dessus aussi. Mais moi, c'est la même Arcom. À cette occasion, Monsieur Fauvel, je ne lui suis pas tombé dessus parce que je considère qu'elle avait raison. Il faut que tout le monde comprenne. Les chaînes de télévision, elles bénéficient et elles signent un agrément avec l'Arcom. On leur met à disposition un canal pour pouvoir émettre. Et en échange de ce canal, il y a un cahier des charges qui doit être respecté. Et si ce cahier des charges n'est pas respecté, et en l'occurrence, par exemple, pour CNews, ce cahier des charges n'est pas respecté, je considère qu'il devrait y avoir des sanctions
sanctions. Et ces sanctions, aujourd'hui, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Il y a eu des sanctions. Oui, mais des sanctions financières qui, manifestement, ne sont pas suffisamment dissuasives. Vous voulez dire des sanctions qui pourraient aller jusqu'à quoi? D'abord, on fait des sanctions financières. Ensuite, on augmente, s'il faut, le montant de ces sanctions financières. Et ensuite, on va jusqu'à, y compris, menacer parfois d'interdiction d'émettre. Enfin, écoutez, ils font pas ce qu'ils veulent en dehors de toutes les règles. D'ailleurs, je veux dire que j'ai été très choqué aujourd'hui d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national considérer que l'Arcom ne devrait avoir une action que sur le service public de l'information. Marine Le Pen dit les chaînes privées sont financées par de l'argent privé, donc elles n'ont pas l'obligation de neutralité. Mais c'est scandaleux de dire ça. Pourquoi? Mais parce que ces chaînes-là, elles participent d'un rôle qui est un pilier dans la démocratie, l'information. Il y a 2 piliers dans une république pour que les gens soient des citoyens éclairés. L'école, pour que tout le monde puisse disposer des moyens de comprendre la complexité du monde, et l'information. Et ces chaînes-là, ça voudrait dire quoi? Qu'elles pourraient se soustraire à toute obligation d'équité, de respect, un petit peu d'équilibre du temps de parole. Enfin, ce serait totalement inacceptable. Ou alors, on n'est plus en démocratie, on est comme aux États-Unis. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde politique, ils peuvent avoir les chaînes qui sont les chaînes qui valorisent leur point de vue, et les autres sont condamnés, en quelque sorte, à être invisibilisés dans l'espace médiatique. C'est incompréhensible. Encore un mot sur ce thème. Est-ce que vous estimez, comme Marine Le Pen, qu'il y a un problème de neutralité du service public? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur un certain nombre de chaînes. Pour autant, je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pratiques, parfois dans le service public, qui sont aussi problématiques. Et qui sont quoi? Hostiles aux insoumis? Moi, je ne vais pas dire hostile aux uns, aux autres. Moi, si vous voulez, je vous donne un exemple très concret. Je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a quelques semaines, quand j'ai été interviewé sur une émission par une journaliste du service public de l'information, et qu'il a fallu avoir ensuite un correctif des rédactions parce qu'il y avait eu manifestement des fake news, des fausses informations qui avaient été débitées sur le plateau, je considère que c'est une pratique extrêmement problématique. Mais pour vous, c'est un cas isolé ou il y a un mauvais traitement des insoumis? Non, je pense qu'il y a besoin aussi, il y a un mauvais traitement des insoumis, mais ça, tout le monde le voit. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en sont, je crois, conscientes. Mais il y a aussi une question, c'est comment on renforce l'indépendance du service public de l'information vis-à-vis du pouvoir politique. Par exemple, moi, je ne suis pas convaincu que le fait que les présidents de Radio France ou de France Télévisions soient nommés par le pouvoir politique soit une bonne chose. Pourquoi ils ne pourraient pas être élus, par exemple, par les citoyens? Ça éviterait que ça soit les pouvoirs politiques. Ça va faire beaucoup d'élections, hein. Oui, mais moi, je pense que c'est pas un problème de voter, vous savez, en démocratie. Et je pense que les citoyens, quand on parle de quelque chose d'aussi important que les médias, et en particulier du service public d'information, je trouve ça légitime que ce soit les citoyens qui décident. L'avocat Richard Malka, qui défend notamment Charlie Hebdo, dénonce aujourd'hui le cynisme de Jean-Luc Mélenchon. Il affirme que les insoumis ont vendu leur âme au diable pour conquérir le vote des banlieues, et qu'aujourd'hui vous affichez, je cite, une haine des juifs devenue cool et décomplexée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien. Enfin, je veux dire, je pense, vu le niveau d'outrance de ces propos et le fait que ça s'appuie sur aucun fait réel, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Si demain, il y a quelqu'un qui dit des horreurs sur vous, qui ne les argumente pas, qui ne s'appuie sur aucun fait réel, je ne vois même pas l'intérêt d'y répondre. Selon lui, sur le procès qu'il a gagné en défendant le philosophe Raphaël Enthoven, qui avait écrit il y a quelques mois que la France insoumise était passionnément antisémite. Vous l'aviez attaqué en injure, et récemment, la justice a dit il peut dire cela. Il peut dire que LFI est passionnément antisémite. Tout. Ouais. Nous l'avions attaqué en injure, effectivement, parce qu'il n'avait pas seulement dit ça, il avait dit ça, c'est vrai. Oui. Il avait aussi dit qu'on était une bande de cons et de déficients. Donc je ne sais pas si, je ne vais pas vous le dire à vous. Et la justice a estimé qu'on était dans le cadre de la liberté d'expression. Non, la justice a précisément expliqué qu'elle reconnaissait que ces termes étaient injurieux. Oui, mais qu'ils pouvaient être dits. Parce qu'il y a quand même un problème, parce que le principe de... Il a été relaxé. Attendez, mais oui, mais je ne suis pas d'accord avec cette décision de justice et j'explique pourquoi. Le principe de la liberté d'expression, les frontières de la liberté d'expression, elles s'arrêtent à l'injure. Donc si vous reconnaissez que des propos sont injurieux, vous ne pouvez pas considérer qu'ils sont acceptables dans le cadre de la liberté d'expression. Dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas fait appel? Mais parce que j'ai compris, au vu de cette décision telle qu'elle a été prise et qui s'appuie, qui est juste incompréhensible et totalement contradictoire, que manifestement, les insoumis, y compris du point de vue du terrain judiciaire, même quand les faits étaient avec eux, finalement, on ne leur donnerait pas raison. Donc je me bats sur un autre terrain. Et franchement, je pense que vous pouvez le comprendre, Monsieur Fauvel. On aura parfois des désaccords. Mais si je vous dis que vous êtes un con ou un déficient, vous allez accepter l'idée que ça participe pas de la liberté d'expression et que je vous injurie. C'est pour ça que je vais pas le faire. Je vous en remercie. Non, mais voilà. Mais vous voyez la réaction que vous avez. Donc comprenez que quand un militant insoumis, on dit de lui que c'est un con ou un déficient,
et que Monsieur Malka trouve ça génial et fait un bouquin pour justifier qu'on puisse dire ça sur les Insoumis, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est des gens qui manifestement sont perdus, sont sortis du champ du débat républicain et respectueux. Moi, j'ai pas envie de débattre avec eux. Du débat respectueux, oui, quand on commence à injurier les gens. Moi, j'ai jamais injurié personne. Quand Richard Malka, pour revenir à lui, dit qu'il y a une part de stratégie électorale de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a compris la dernière fois qu'il lui avait évoqué 600 000 voix pour arriver au second tour et qu'il a décidé à ce moment-là, Manuel Bompard, de se tourner vers le vote des banlieues, qui est en partie un vote musulman. Je dis bien en partie. Voilà. Mais là-dessus, est-ce que c'est une stratégie de votre part? C'est inacceptable de dire ça. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable de dire ça. Parce que vous avez pas donné la suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka. La suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka, c'est donc ça serait en partie, pour reprendre vos termes, un vote de personnes qui sont de confession musulmane. Que la France Insoumise multiplierait les déclarations à caractère antisémite. Voilà. Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on considère que les musulmans de ce pays, ils sont antisémites? Ou alors que vous soufflez sur les braises? Non. Si le raisonnement, c'est que pour vous adresser, je suis leur raisonnement, pas le mien, pour vous adresser à des personnes qui seraient pour partie de confession musulmane, il faudrait avoir des ambiguïtés. Tout ça ne tient pas la route et révèle, un préjugé qui est un préjugé raciste en l'occurrence. Expliquez-nous l'accumulation des déclarations de la France Insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel, il dit ça en 2024, au moment où il a explosé en France après le 7 octobre, quand Rima Hassan s'affiche. Si vous voulez, on va faire la liste. Mais en fait, j'ai déjà répondu à peu près. J'ai répondu à peu près 200 000 fois à ce sujet. Donc moi, je veux bien répondre 201e. Quand Jean-Luc Mélenchon récemment apporte son soutien à un professeur d'université qui dit ce sont des génocidaires en parlant de Français juifs. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais ça n'a rien à voir, puisque là, en l'occurrence, bon, après, si vous voulez, on va prendre les détails. Ce sont des génocidaires à boycotter au sujet de Charlotte Gainsbourg et d'autres, dit ce professeur et Jean-Luc Mélenchon? Pas à propos de Français juifs, contrairement à ce que vous disiez. À propos, moi, j'ai pas partagé ces propos, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne d'ailleurs, à propos de gens qui avaient signé une tribune s'opposant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Demandant des conditions. Leur origine ou leur confession religieuse n'avait aucun rapport sur ce sujet. La majorité d'entre eux, la grande majorité, étaient juifs. Enfin, pas tous. J'ai vu dans cette signature qu'il y avait un prêtre, par exemple. Donc, excusez-moi. Une grande majorité. Non, mais donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec les termes qu'il emploie, mais ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là en raison de leur origine ou de leur confession religieuse. Ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas raconter des choses fausses. Quant au terme résiduel, franchement, est-ce que vous savez que M. Darmanin a utilisé cette expression au Sénat, M. Retailleau, pardon, a utilisé cette expression au Sénat à propos de l'antisémitisme d'extrême droite, alors que les rapports, y compris de toutes les instances de la Commission nationale du débat public, etc., disent qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, qui est malheureusement un fléau qu'il faut combattre en France, est essentiellement représenté à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. À un moment, moi, je m'appuie sur des faits. Pour dire les choses très simplement, que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. Mais évidemment que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. L'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre au même titre que toutes les formes de racisme, au même titre que l'islamophobie qui augmente de manière grandissante aussi ces dernières semaines. Et moi, je les combats toutes. Et essayer de faire croire que des militantes et des militants de la France insoumise, qui depuis leur plus jeune âge sont engagés dans la société contre toutes les formes de racisme et de discrimination, essayer de faire croire que ces gens-là, parce que moi, c'est aussi leur honneur que je défends en prenant la parole devant vous, sont racistes ou antisémites, ça ne correspond à rien, ni à leur déclaration, ni à leur engagement. Je fais la différence entre les électeurs et une partie de la direction. Eh ben non, mais ni personne, ni nos électeurs, ni nos citoyens, et à la France Insoumise. Si quelqu'un était antisémite, il serait plus membre de la France Insoumise. Mais j'aimerais que d'ailleurs, dans toutes les formations politiques, tout le monde s'attaque autant à la question du racisme de manière générale, à toutes les formes de racisme, comme nous le faisons nous à la France Insoumise. Et je n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de dédiaboliser l'extrême droite, qui est issue d'une tradition politique foncièrement antisémite, foncièrement raciste, aujourd'hui d'ailleurs dans ses déclarations foncièrement islamophobes. Je n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de diaboliser les insoumis pour dédiaboliser l'extrême droite. Jamais les insoumis n'accepteront d'être diabolisés de la sorte. Les insoumis sont un mouvement antiraciste, ils se mobilisent et ils luttent contre toutes les formes de racisme. Et j'aimerais une fois, parce que en fait j'ai l'impression de répondre à peu près toutes les semaines à des procès d'intention qui ne s'appuient sur aucun fait réel. Personne à la France Insoumise, personne à la France Insoumise n'a jamais été condamné sur ce sujet, et heureusement. Aucun candidat de la France Insoumise n'a jamais eu de propos antisémites, et heureusement. Et ça devait être le cas, il serait plus membre de la France Insoumise.